Aujourd'hui, si vous me parlez de jeux de puzzle, il y a deux noms qui me viennent spontanément à l'esprit, Zak Barth et Jonathan Blow. Pourquoi ? Parce que ce sont deux hommes qui, à travers leurs jeux, ont réussi à s'imposer dans le paysage vidéoludique, dans l'industrie, et ce tout en gagnant le respect des joueurs, de la critique et de leurs pairs, et ce depuis plus de 10 ans déjà. Et comme dans cette émission on a quand même déjà passé pas mal de temps à parler de jeux dans lesquels il s'agissait globalement de péter la gueule à des trucs, je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un peu de ton et d'en profiter pour se pencher sur les derniers jeux de nos deux bons hommes, The Witness et Opus Magnum. Alors je sais, le dernier jeu de Zak, c'est pas Opus Magnum, c'est Exapunks. Mais au moment où j'ai écrit ce script, il sortait juste d'accès anticipé, et j'ai pas eu le temps de le faire. Désolé. The Witness et Opus Magnum donc, deux jeux qui traduisent assez explicitement les intentions de leurs créateurs respectifs. Des intentions qu'on pourrait d'ailleurs voir comme diamétralement opposées. D'un côté, il y a un jeu à solutions ouvertes et multiples avec de nombreux mécanismes et points d'interaction. De l'autre, il y a un titre au puzzle fermé par une clé spécifique avec une seule et unique forme d'interaction. Mais sont-ils si différents que ça ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce nouvel épisode de Loop. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Zak Barth est un programmeur de formation et de métier qui s'est lancé dans le game design il y a une quinzaine d'années sans vraiment y croire. Son premier gros jeu s'appelle Infiniminer et il est sorti en 2009. Proposé gratuitement sur le net, c'est ce jeu qui a donné à Notch l'idée de se lancer dans Minecraft et qui lui a donc permis de se goinfrer de pognon jusqu'à devenir le mec mégalo-dépressif qui insulte des meufs sur Twitter qu'on connaît aujourd'hui. La ressemblance est frappante et certaines personnes y voient même une forme de plagiat. À cause d'une erreur de codage de Zak, le code source d'Infiniminer avait leaké sur net et ce n'était que quelques temps avant qu'on commence à entendre parler de Minecraft. Ce fut évidemment une période compliquée pour lui et il abandonna même brièvement l'idée de développer des jeux avant de s'y remettre en voyant que la vague indé commençait à peser dans l'industrie. Depuis, à travers son studio Zachtronics, il a plutôt été productif, et ces dernières années, il a sorti au moins un gros jeu par an et des petits projets par-ci par-là, sans compter ses nombreuses interventions dans le milieu des devs. De son propre aveu, Zak sort et ressort constamment le même jeu. De Space Jam jusqu'à Infinifactory, tous ces jeux reprennent le même schéma systémique. Et Opus Magnum, sur lequel on va se pencher maintenant, peut même être vu comme un remake HD++ de The Codex of Alchemical Engineering, tant il reprend les éléments clés. Globalement, dans tous ces jeux, Zak veut nous faire des sandwichs. L'objectif est donc toujours d'assembler un certain nombre d'éléments dans une configuration bien précise et d'acheminer le tout jusqu'à la fin d'une chaîne de production, exactement comme les Sub-30 chez Subway. Dans Opus Magnum, ce n'est pas du poulet teriyaki ni de la salade qu'il faut assembler, mais des éléments primaires qu'il faut transformer et synthétiser en divers produits parce qu'on y joue un jeune alchimiste au service des grands de ce monde. Tout se passe sur un moteur à transmutation sur lequel on doit disposer à la fois les éléments primaires, le résultat escompté et tous les mécanismes de la chaîne de production pour y arriver. Dès le début, on nous pose un objectif simple. Ici, je dois fabriquer un tonic vital qui est un mélange d'eau distillée et de vitae élémentaire. Je dispose le tout sur la table et j'essaie de voir quels sont les bails. En gros, on est juste au premier chapitre, donc c'est assez simple. Les deux difficultés vont être de lier l'eau au réactif et ensuite acheminer le tout jusqu'au résultat escompté. Facile donc, je pose mes trucs tranquillou, sauf que je me rends compte que je n'ai qu'une seule molécule de réactif à ma disposition, et qu'en fait, je vais devoir lier le tout dans un espace assez restreint, tout en me laissant assez de place pour extirper mon produit final du bordel, sans le coincer dans les autres mécanismes. Et là, comme je suis rapia, je me dis que je peux arriver à faire le tout avec un seul rail et que ça devrait passer. Mais non, j'essaie d'un côté, ça passe pas, de l'autre, ça passe pas non plus. Je pivote, je tourne et ça commence à me gonfler. Du coup, je finis par me reposer sur un autre bras en haut et finalement, j'achemine le produit avec un second rail. Bon ok, c'est pas ouf, mais j'ai capturé ça à 9h du mat et mon cerveau était pas au top. Et puis honnêtement, je suis pas hyper doué. Mais ça suffit déjà pour entrevoir l'intérêt d'un puzzle de Zak Barth. D'abord, il y a un côté extrêmement ouvert qui fait qu'à partir de tous les éléments à notre disposition, on aura toutes et tous une façon différente d'aborder les choses. Moi j'aime bien les rails par exemple, et d'autres préféreront les bras télescopiques, deux mécanismes qui répondent aux mêmes problématiques différemment. Ce qui pourra d'ailleurs rappeler à celles et ceux qui suivent régulièrement l'émission notre épisode sur les immersive sims d'Arkane, dans lesquels la résolution de problèmes se fait de la même manière, en choisissant et en utilisant à bon escient un des nombreux outils ou compétences à notre disposition. We give you a set of tools, and then with those tools, we give you a set of challenges. There's a lot of different solutions that you can build to these challenges, so I guess by definition, they're open-ended. On crée notre propre solution donc, mais on crée aussi nos propres problèmes. Et c'est à ce moment-là que les méninges tournent à fond, puisqu'on doit arriver à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est juste un petit détail qui fout le sbeul, ou est-ce que c'est tout notre concept qui foire ? On doit ajuster, corriger, parfois tout refaire, mais bien souvent, la solution ne ressemble pas vraiment à celle qu'on avait en tête au début. C'est moche, c'est un peu lourdingue, mais c'est quand même nous qu'on l'a fait et on en est fiers. C'est moi qui l'ai fait!
Vient ensuite la phase de l'optimisation. Dans Opus Magnum, chaque solution est entre guillemets notée selon 3 critères, l'espace utilisé, le nombre de cycles nécessaires pour créer tous les produits et le coût total de tous les mécanismes en place. Dans chaque puzzle, on peut donc rentrer dans une seconde phase de réflexion qui consiste à bidouiller sa solution pour la rendre encore plus compacte, plus rapide et moins chère. Le tout avec un maximum d'élégance pour ensuite en tirer un gif et faire le coq devant ses autres potes ingénieurs sur Twitter. On retrouve d'ailleurs ce genre de critères d'optimisation dans d'autres productions Zachtronics. Une autre façon pour Barth d'engager les joueurs et les joueuses en les poussant à aller toujours plus loin et surtout de trouver des solutions qui leur appartiennent. Et en ce sens, tous ces jeux peuvent être vus autant comme des jeux de réflexion que des jeux d'expression. Jonathan Blow n'a peut-être pas sorti autant de titres que Zach Barth, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il soit moins connu. Braid, son premier gros titre, a été un succès commercial et critique, et un des premiers jeux indés à exposer la possibilité d'une véritable alternative au marché AAA à l'époque. Il a d'ailleurs été sanctifié à travers le documentaire Indie Game The Movie, que vous connaissez certainement. Il ne faudra pas moins de 7 années à Blow pour développer et sortir The Witness, un titre beaucoup plus ambitieux et qui reste aujourd'hui son œuvre majeure et la plus discutée. C'est un jeu complexe et dense, et il est d'ailleurs vendu au prix de 37€ depuis sa sortie, ce qui fit grincer pas mal de dents de vrais gamers qui n'allaient certainement pas payer une telle somme pour un jeu indépendant, parce que les vrais gamers, ils se font pas avoir. Ah, il faut admettre que quand il s'agit de mouiner pour des conneries, nous les joueurs on est plutôt costauds. Tous les puzzles de The Witness se reposent sur le même principe, tracer une ligne d'un point A à un point B pour activer le panneau suivant et recommencer. Une boucle a priori simple. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'atteindre le point B, mais plutôt de tracer un chemin particulier jusqu'à celui-ci, en respectant des contraintes d'espace et des règles évoquées par différents symboles ou indices visuels placés sur le panneau. Au début du jeu, les premiers symboles auxquels on est confronté sont les points sur les lignes, qu'on devine devoir tous recouvrir sous notre chemin tracé, et les carrés blancs et noirs, qu'il faut absolument séparer à l'aide de la ligne, sans quoi on ne peut pas avancer. Au fur et à mesure qu'on progresse, d'autres règles vont venir s'ajouter ou complexifier celles déjà connues en les couplant avec d'autres, ce qui crée de nouveaux enjeux et de nouvelles contraintes à prendre en compte pendant le traçage. Carrés de couleurs, étoiles de couleurs, pièces de Tetris, piaillements d'oiseaux, ombre à éviter ou à reproduire, Blow itère et réitère sur chaque idée pour pousser son concept plus loin et multiplier les possibilités avec toujours les mêmes panneaux et mêmes lignes. La grande force de The Witness, c'est sa façon d'enseigner au joueur, ou plutôt de laisser le joueur apprendre par lui-même. En effet, il n'y a aucune instruction écrite ou donnée oralement pour nous aider à comprendre les règles liées à chaque symbole. La première étape de la résolution d'une section de puzzle, c'est d'abord émettre des hypothèses et faire des déductions en fonction des résultats qu'on obtient. Chaque règle est amenée graduellement, et le jeu s'assure implicitement que nous l'avons bien comprise, en posant des pièges régulièrement, au cas où on soit passé avec un peu de chance sur les panneaux précédents. Ensuite, une fois qu'on a bien intégré la règle d'une zone, Blow va itérer dessus, et là on rentre dans une forme de résolution de puzzle beaucoup plus classique, avec une difficulté qui va grandissante jusqu'à ce qu'on termine la zone. Mais c'est bien sur la première phase, celle de l'hypothèse et la déduction des règles, que The Witness base sa proposition. Contrairement à Opus Magnum, tous les puzzles du jeu sont disposés dans un seul et même monde ouvert que nous pouvons explorer plus ou moins librement. Et ça c'est très important, parce que Jonathan Blow a supposé, et il a eu raison, que nous n'allions pas toujours arriver à déduire la règle d'une zone, et que nous allions du coup régulièrement avoir envie d'abandonner. Il a donc pensé tout son level design pour que le joueur puisse, devant un blocage, se casser et essayer d'aller résoudre d'autres puzzles ailleurs. Et son pari de game designer, c'est qu'en se baladant, en essayant de comprendre telle ou telle règle, les joueurs ou joueuses vont forcément exercer leur agilité mentale, et ça les mènera mécaniquement à comprendre les règles des zones laissées de côté, et donc de connaître des moments d'épiphanie. Et ça, c'est plutôt difficile à analyser et à illustrer. Moi-même, si vous me demandez, je suis pas sûr d'avoir connu de moments d'épiphanie en jouant à The Witness. J'ai pas eu de moment genre « Eureka, ça y est, Jonathan, je t'ai compris ». Par contre, ce dont je suis certain, c'est d'avoir effectivement eu cette sensation d'être constamment stimulé et bousculé en errant sur l'île de Blow. Et clairement, en revenant sur des puzzles que j'avais abandonnés, bien souvent, j'ai pu comprendre la règle parce que de nouvelles hypothèses me venaient à l'esprit alors que je ne les voyais juste pas à ma première venue. Ce fut le cas pour les pièces de Tetris, ou encore tout le parcours dans les arbres qui m'aura demandé quelques allers-retours sur le reste de la map avant d'en voir le bout. Enfin, il faut mentionner que certaines zones sont carrément fermées par des portes qui ne peuvent être ouvertes qu'en maîtrisant les règles d'autres zones. C'est par exemple le cas de la carrière qui est fermée par un puzzle à Tetris, un puzzle avec les carrés noirs et blancs et un avec les points sur les lignes. Et la complétion de la zone ne sera possible que si on maîtrise encore d'autres règles présentées ailleurs. Un peu comme si vous étiez dans un Metroidvania et que vous deviez utiliser tous vos items acquis jusqu'ici pour arriver au bout d'une zone, sauf qu'ici, ce sont des connaissances, des choses que vous êtes découvertes par vous-même. The Witness est-il le Dark Souls des jeux de puzzle? Je vous laisse cogiter.
Les jeux de Zak Barth et de Jonathan Blow sont donc a priori bien différents. D'un côté, on a un homme qui refait constamment les mêmes jeux dans lesquels chacun et chacune peut essayer de résoudre les problèmes à sa façon et en fonction des outils à sa disposition. Tant qu'on fait le sandwich comme on nous l'a demandé, c'est bon. D'ailleurs, Zak admet ne pas faire lui-même les meilleurs sandwichs puisqu'il ne connaît pas la solution la plus optimisée à chacun de ses puzzles et que ce sont bien celles et ceux qui jouent qui la trouvent. De l'autre côté, il y a Jonathan Blow qui tente d'inviter les gens dans son univers en matérialisant dans son game design ses propres réflexions et cheminements de pensée. Tout est minutieusement conçu pour apporter une expérience singulière et si on veut y goûter, il faut se plier à toutes les règles établies par le jeu. Impossible d'improviser ou de contourner quoi que ce soit, Blow reste toujours l'unique maître du jeu. Mais malgré ces différences presque fondamentales dans leur vision du jeu de puzzle, on peut trouver de vrais points communs dans leur façon d'aborder le jeu vidéo. D'abord, même si leurs jeux peuvent se révéler assez ardus, voire presque élitistes dans les dernières épreuves qu'ils proposent, il y a dans Opus Magnum comme dans The Witness une véritable bienveillance dans l'accueil des néophytes pour leur enseigner les bases pas à pas. Le chapitre tutoriel d'Opus Magnum est très détaillé et chaque élément, chaque mécanisme est introduit dans un niveau qui lui est consacré. Le jeu nous enseigne comment procéder par des exemples concrets qu'il nous suffit d'observer et d'appliquer au cas qui se présente à nous. Et dans le jeu de Blow, on commence dans une zone fermée qui nous apprend implicitement à rechercher les câbles qui relient les panneaux en explorant et en faisant attention à quel câble est allumé quand on finit un puzzle. Et comme dit précédemment, les premières règles sont introduites graduellement. Même s'ils peuvent apparaître tous deux comme intimidants, l'un pour sa complexité et l'autre pour son austérité, dans les deux cas, les premiers instants de jeu sont finalement assez fluides et nous permettent de rentrer dans leur univers. Ensuite, les deux hommes ont la même aversion au système de récompenses extrinsèques qu'on retrouve partout dans les AAA actuels. L'XP, le loot, les compétences à débloquer, les médailles, les skins, bref, tout ce qui pourrait constituer une carotte pour vous faire continuer de jouer. Les deux jeux sont dénués d'artifice et seule la récompense intrinsèque compte, c'est-à-dire la satisfaction de prendre part au jeu et de réussir les puzzles. Et c'est vrai que sans les stimuli habituels qu'on peut retrouver ailleurs, on peut certainement se sentir plus vite découragé et ennuyé en jouant. Mais quand on ouvre une porte avec un puzzle qui nous bloquait depuis une dizaine d'heures dans The Witness, ou que tous nos mécanismes fonctionnent en fin de concert pour produire ce qu'on veut dans Opus Magnum, il peut naître en nous une forme de plaisir que finalement assez peu de jeux arrivent à provoquer. Blow et Barth sont aussi deux véritables game designers dans le sens où la base de leur projet, c'est avant tout les mécaniques et les systèmes. C'est à travers ça qu'ils expriment leurs propos. C'est particulièrement vrai pour Blow qui aborde dans quasiment toutes ses interviews la question du langage vidéoludique, et on peut d'ailleurs voir The Witness comme un essai sur la chose. Mais ils ont tous les deux envie et besoin de collaborer avec des artistes et d'autres développeurs pour mettre en forme leurs idées. La moitié de l'équipe de The Witness était composée d'artistes, et ils ont eu un rôle très important à jouer, puisque c'est un jeu aussi basé sur l'observation de son environnement. En s'inspirant de modèles de peinture, d'architecture ou même de publicité télé, ils ont pu habiller l'île, lui donner de la texture, mais sans se reposer sur trop de détails. Parce que pour Blow, ils auraient perturbé l'état d'errance réflexive qu'il voulait induire avec son jeu. Opus Magnum, quant à lui, profite évidemment de son esthétique élégante, et même si on peut les zapper, il faut tout de même reconnaître que les petites aventures écrites de notre alchimiste fonctionnent plutôt bien et donnent de la consistance à l'univers dans lequel Zak veut nous plonger. Like a lot of games like kind of pretend they're movies when they do story stuff and they think about it as this linear thing. We try to build like this world and then just like plug everything into it. Enfin, ce sont des créateurs qui, à travers leurs œuvres, questionnent fondamentalement l'idée du fun comme composante essentielle aux jeux vidéo. D'une certaine façon, Opus Magnum nous demande de concrètement travailler pour arriver au bout des puzzles. On doit à chaque fois recommencer tout un processus qui nous demande beaucoup d'attention et de minutie, ne serait-ce que pour faire correctement ce qu'on veut, et ça peut être assez rébarbatif à la longue, surtout sur les puzzles les plus avancés. The Witness, par son propos même, rompt profondément avec ce qu'on pourrait attendre d'une expérience vidéoludique traditionnelle. Abandonner, se perdre, errer sans un but précis, remettre en question nos conceptions habituelles, tout ça demande tout de même une certaine forme d'abnégation. Est-ce que c'est ça jouer? Est-ce que c'est ça se divertir, s'amuser? Est-ce que c'est ça le fun? Blow et Barth nous forcent à nous poser ces questions et à nous demander pourquoi nous jouons et pourquoi nous prenons du plaisir ou pas en nous immergeant dans l'expérience qu'ils nous proposent. I can't tell if our stuff is fun. Like I could bring some people into the office, they're all going to look like they're miserable. It's a Zachtronics game. Les créations de Jonathan Blow et de Zak Barth ne sont donc pas si opposées qu'elles y paraissent. Elles se reposent sur des mécaniques différentes et forcément elles nous délivrent des expériences qui le sont tout autant. Mais elles témoignent toutes les deux de cette même volonté de proposer quelque chose de singulier, qui ne plaît d'ailleurs pas à tout le monde, et qui se construit en marge du jeu vidéo mainstream et de certains de ses dogmes. Peut-on parler d'auteur en ce sens? Je vous laisse en décider. En revanche, ce qui est sûr, c'est que comme des gens comme Lucas Pope, ils participent à faire grandir le jeu vidéo et de l'emmener sur de nouveaux territoires où le fun n'est pas encore dompté.